Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Flon, je suis secrétaire général de l'U2P des Hauts-de-France. L'U2P, c'est l'Union des entreprises de proximité de la région. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce 6e webinaire consacré à la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, vous parler d'un projet de territoire, celui de la Cabalère. Donc la Cabalère, c'est la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romanne. C'est un territoire d'une centaine de communes situées dans le Pas-de-Calais. Nous sommes en direct pour maximum 2 heures, donc jusqu'à midi. Cet événement est enregistré, donc il sera proposé à la rediffusion plus tard, et les différentes présentations seront téléchargeables directement grâce à un bouton qui apparaîtra sur la présentation. Si vous avez des questions à poser aux intervenants, utilisez bien le bouton « Questions » en bas à droite dans la barre de menu. À ce moment-là, donc, je lirai les questions et les intervenants pourront y répondre. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Grégory Debat, qui est délégué au commerce et à l'artisanat sur la Cabalère. Nous avons également en présence Madame Valérie Morel, qui est directrice, excusez-moi Valérie, directrice création d'activités et développement de l'emploi, et Lucie Quentin, chargée de mission artisanat commerce sur la Cabalère. Je vais rapidement vous présenter en 2-3 slides l'U2P, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'U2P, c'est un syndicat professionnel, interprofessionnel patronal français, au même titre que le MEDEF et la CPME. Ce sont les 3 grandes organisations patronales. Nous rassemblons toutes les entreprises du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Et l'U2P est constitué de 4 familles. Donc, dans les 4 familles, vous avez la famille des métiers de bouche à travers la Confédération générale de l'alimentation de détail, les métiers du bâtiment à travers l'ACAPEB, donc le syndicat des artisans et des petites entreprises du bâtiment, tous les métiers de service et de fabrication, notamment les fleuristes. Monsieur Debat est artisan fleuriste. Donc là, ce sont tous les métiers de service et de fabrication. Et enfin, la dernière famille, ce sont les professions libérales qui représentent tous les métiers de santé, du droit et ce qu'on appelle technique et cadre de vie, à travers l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. Donc l'U2P en région de France, c'est 190 000 entreprises, 110 000 entreprises artisanales et 80 000 professionnels libéraux. Nous représentons 120 organisations professionnelles et 400 métiers différents. Et bien sûr, ça représente les 2/3 des entreprises de la région comme au niveau national. Au niveau national, c'est 3,5 millions d'entreprises et c'est à peu près 300 milliards de chiffre d'affaires par an. Les missions de l'U2P, c'est défendre les intérêts des entreprises de proximité, c'est les représenter les employeurs indépendants, promouvoir l'économie de proximité au niveau régional pour notre part, et bien sûr proposer des mesures adaptées aux entreprises de proximité. Nous échangeons régulièrement avec les acteurs institutionnels, les élus, les pouvoirs publics et bien sûr toutes les entreprises des territoires. L'U2P, c'est une équipe de 3 personnes, donc une chargée de communication, Rachel, une chargée de mission, Dorothée, et moi-même pour vous servir, secrétaire général. Donc aujourd'hui, on va parler de la Cabalère, du projet de territoire de la Cabalère et de son projet de la demi-heure pour plus de proximité. Donc, Monsieur Debat va nous présenter le projet de territoire et bien sûr nous donner également une photographie de la Cabalère. Et ensuite, Madame Morel et Lucie Quentin nous parleront des actions en faveur de l'économie de proximité sur le territoire de la Cabalère. Donc, je vous invite maintenant à écouter. Je vais passer la parole à Monsieur Debat qui va nous faire une photographie de la Cabalère et nous présenter le projet de territoire. C'est à vous, Monsieur Debat. Merci, Monsieur Flon. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez déjà présenté effectivement. Donc, je suis Monsieur Debat. Donc, je suis effectivement au commerce et à l'artisanat au sein de l'agglomération. Je suis également maire de la commune d'Anzin et aussi, vous l'avez précisé, artisan fleuriste. Donc, je connais effectivement bien l'artisanat en général. Je vais d'abord vous présenter effectivement la communauté d'agglomération dans un premier temps, suivi ensuite de notre projet de territoire. Alors, je vais commencer effectivement, donc vous l'avez déjà dit, hein, la communauté d'agglomération Cabalère, hein, ça c'est le nom, je dirais, le nom officiel. Alors, attendez, j'essaie de passer mes diapos. Voilà. Alors, la Cabalère.
Alors, la Cavalère se situe donc, elle occupe une position géographique stratégique, donc vous le voyez sur la slide, donc au niveau en Europe, hein, puisqu'on est à peu près à 1h30 de Bruxelles, plus ou moins 3 heures de Londres et à peu près 1h30 également de Paris. Ce qui fait qu'on a vraiment une position effectivement stratégique au niveau de l'Europe. On est bien situé. C'est une agglomération qui est très bien située. La Cavalère, c'est un territoire effectivement dynamique et attractif, hein, où il fait bon vivre. Hein. Vous avez sur cette slide différents visuels, hein, notamment donc vous avez également les vignes. Alors ça, c'est sur Haillicourt. Vous avez le beffroi de Béthune, la piste de ski de Neu-les-Mines, la cité des électriciens. Vous avez Olin. Enfin, vous avez pas mal d'endroits où il fait bon vivre, hein, que ce soit en matière de loisirs, en matière de visites. Hein, c'est une agglomération où il fait bon vivre. Nous sommes effectivement à moins d'1 heure de nombreux sites d'intérêt. Donc, vous le voyez également sur cette slide, hein, notamment le Louvre-Lens, hein, la Côte d'Opale. On a effectivement un important patrimoine minier. Et nous sommes également à proximité, bien sûr, de la capitale des Flandres, qui est la ville de Lille. La Cavalère, c'est un territoire aux multiples facettes, notamment avec un fort passé minier, ainsi qu'un beaucoup d'espaces naturels. Donc 100 communes, vous l'avez rappelé, Monsieur Lefland, en début de présentation. Donc c'est une grosse agglomération, 280 000 habitants, une superficie effectivement de 647 km², ce qui n'est pas rien. Je dirais la spécificité de notre communauté d'agglomération, c'est le côté urbain et rural à la fois, puisque vous avez 2 communes de plus de 20 000 habitants, Béthune et Bruay, bien sûr, et on a 62 communes de moins de 2 000 habitants. Ce qui fait effectivement le côté rural est bien représenté au niveau de la communauté d'agglomération. On a aussi effectivement des espaces naturels qui sont préservés. Là, je vous retrace un petit peu, je dirais, l'histoire de notre communauté d'agglomération, puisqu'en quelques années, en fait, notre agglomération a vu effectivement son territoire doubler, hein, puisque la création de l'agglo, c'était 2002. En 2014, il y a eu une fusion donc, avec Neu-les-Mines et les environs, pour former donc, la communauté d'agglo de Béthune, Bruay, Neu et environs. Et en 2017, les communautés, donc nouvelle fusion, donc communauté de communes Artois-Lys et Artois-Flandre, qui ont rejoint également donc les autres communautés d'agglomération, ce qui a vu donc notre agglo doubler effectivement en superficie et passer donc d'une identité urbaine à une identité mixte. Hein. On en parlait dans la slide juste avant, le côté urbain et rural à la fois. Alors ces différentes fusions ont nécessité une harmonisation de l'ensemble des compétences et des métiers qui étaient exercés donc, par les 3 intercos qui sont désormais regroupés et ont permis donc d'unifier les services, au bénéfice bien sûr des 100 communes et des 280 000 habitants. Vous avez d'ailleurs sur la carte, hein, vous les voyez, les différentes communautés d'agglo qui se sont à la fin fusionnées, donc en 2017. On arrive ensuite à notre fameux projet de territoire. Alors, le projet de territoire, c'est se donner, donc, vous le voyez, une identité, un destin commun. Donc, suite à cette fusion de 2017, l'idée, c'est vraiment de se donner une identité commune dans une démarche collective, concertée. Alors, le mot concerté, il est très important pour ce projet de territoire, et partagé. Alors, je pense, je ne sais pas si c'est là maintenant qu'il y aura la vidéo, je ne sais plus. On va lancer la vidéo. Monsieur. Oui, c'est bien ça. Donc, je vous invite justement à lancer la vidéo qui sera bien plus explicative. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane, c'est 100 communes, 280 000 habitants, la première intercommunalité du Pas-de-Calais. C'est un territoire dont nous sommes fiers, riche d'histoire, entre bassins miniers, villes et campagnes, où l'on souhaite garantir à nos enfants un avenir plein d'espoir. Comment faire ? Quelle place pour chacun d'entre nous à l'horizon 2032 ? Construisons ensemble l'agglo 100% durable. Pendant plus d'1 an,
nous avons mené une large concertation. Élus, habitants, acteurs économiques et culturels, agents de la collectivité et jeunes, ensemble, nous avons écrit notre projet de territoire qui détermine notre destin commun et les projets à mettre en œuvre pour progresser vers un nouveau modèle de développement. En 2032, notre coopération renforcée avec les communes nous permet d'être plus agiles pour le quotidien et le bien-être des habitants afin de leur offrir une haute qualité de vie. Nos ressources, écosystèmes et environnements sont préservés. Les énergies sont produites et consommées de manière réfléchie et durable. Les déplacements sont plus vertueux, partagés et connectés avec nos voisins. Nous accompagnons la transformation de l'habitat, le changement des habitudes de consommation et de production pour limiter notre impact sur le climat. En 2032, notre territoire est toujours plus animé, accueillant, fier de son identité, inclusif et solidaire. Chaque habitant s'y épanouit et bénéficie d'un logement décent, de services et équipements accessibles et adaptés à ses besoins près de chez lui, grâce à la logique du territoire de la demi-heure. Notre territoire se développe. Il est toujours plus attractif. On y crée des activités plus éco-responsables, boostées par une dynamique collective. De l'emploi pour tous, conforté par une offre de formation en cohérence avec nos filières innovantes. Bref, nous vivons autrement dans un environnement plus sobre. Découvrez le projet de territoire de l'agglo 100% durable sur notre site internet. Merci beaucoup. Donc, vous voyez cette courte vidéo donc, qui retrace un petit peu, je dirais, l'histoire du projet de territoire. C'est bon, vous m'entendez? Donc, comme vous le voyez, on parle de territoire polycentrique de la demi-heure. Donc, la communauté d'agglo qui a renforcé sa démarche de coopération donc, avec ses communes donc, pour faciliter l'accès aux services. C'est dans cet esprit que nous, les élus, avons retenu comme modèle d'organisation autour donc, de Béthune, qui est la capitale administrative donc, et chef-lieu de l'arrondissement. L'agglo est organisée en bassin de vie, donc un réseau de communes qui concilie donc, des services relais et de centralité. Donc, elles offrent aux habitants et à leurs voisins, notamment les ruraux, un accès à des services et des fonctionnalités de proximité. Alors, on parle de proximité, c'est-à-dire accessible à pied ou en vélo en 15 minutes. Donc, ce sont des temps d'accès aux services, des temps d'accès intermédiaires qui sont accessibles en transport en un quart d'heure maximum, et structurants, donc qui sont accessibles en transport en une demi-heure. Ce projet de territoire a permis de faire émerger donc 4 grandes priorités. On a travaillé avec 6 catégories de publics, les élus, les membres du conseil de développement, les habitants, les acteurs économiques et culturels, les agents de la communauté d'agglomération et les jeunes et les éco-délégués. Donc en catégorie de public avec lesquels on parlait tout à l'heure de concertation. Donc vous voyez, ce n'est pas un vain mot, on a vraiment travaillé tous ensemble pour faire aboutir ce projet de territoire. On est parti donc autour de 7 fonctions sociales que vous voyez apparaître sur cette slide. La première, donc se déplacer, habiter, travailler, être en forme, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. Donc tout ceci, on fait émerger donc 4 grandes priorités. La première, renforcer la coopération et soutenir les 100 communes et leurs habitants. La seconde, s'adapter aux conséquences du changement climatique et protéger la nature. La troisième, garantir le bien vivre ensemble et la proximité sur l'ensemble du territoire. Et la quatrième, donc accélérer les dynamiques de transition économique et numérique. Donc c'est une large concertation puisqu'elle a démarré donc de janvier 2021 à mai 2022.
Donc ça ne s'est pas fait en 8 jours, d'où ce grand travail de concertation. On va aller un petit peu donc maintenant dans nos priorités, je dirais. Donc la priorité 1, dont je viens de parler, donc renforcer la coopération et soutenir donc les 100 communes et leurs habitants. Donc l'agglo, auprès de ces 100 communes, donc, se déploie au travers de 3 leviers. Celui d'apporter un soutien en ingénierie, donc en amplifiant le soutien pour les opérations d'aménagement communal, ou la mise en œuvre de dispositifs contractuels à l'échelon communal, donner accès à l'expertise et maîtriser des coûts par la mutualisation. Un exemple, un archivage mutualisé. Accompagner financièrement les projets des communes, donc avec un renfort des fonds de concours communautaires à destination des communes, donc pour leurs projets d'équipement et d'aménagement. Et donc, tout ceci, mobiliser les communes pour ancrer justement le projet de territoire dans la réalité des bassins de vie. La seconde priorité, c'est s'adapter aux conséquences du changement climatique et protéger la nature. Bon, c'est plus que d'actualité. On ne peut plus dire qu'on ne savait pas. On voit bien les conséquences du changement climatique, que ce soit au niveau mondial, européen, national ou à notre plus petite échelle, c'est indéniable. Donc, s'adapter aux conséquences du changement climatique et protéger la nature. Donc, vous avez effectivement sur différents points, c'est-à-dire, par exemple, garantir l'approvisionnement et la qualité en eau du territoire. Autre exemple, donc, devenir une agglomération productrice et distributrice d'énergie verte, en passant par le développement des circuits courts alimentaires dans le cadre d'une stratégie intégrée de préservation d'une agriculture locale et paysanne. Préserver, donc, je l'ai dit, les espaces agricoles et naturels en limitant la consommation foncière. Et un point précis, c'est réduire sensiblement la part modale donc, de la voiture individuelle grâce au transport collectif, connecté, autonome, partagé et solidaire. Vous avez d'autres points qui sont sur cette slide, donc je vous laisse le temps de la consulter pour éviter non plus d'être trop long, mais vous aviez aussi garantir le désenclavement avec la MEL, notamment l'Île-de-France et Paris, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien pour une agglo 100% durable. Alors, le point, donc le petit focus sur de la réduction sensible donc de la part modale de la voiture individuelle grâce au transport collectif, connecté, autonome, partagé et solidaire. Donc, vous avez effectivement le développement du covoiturage et des transports solidaires. Alors, les exemples, vous les avez à côté, un Klaxit, par exemple. Donc, Klaxit, c'est un exemple de système de covoiturage au quotidien. On favoriser les modes doux. Donc, l'exemple, c'est de développer les services de vélo en libre service sur l'ensemble du territoire de l'agglo et en renouvelant le pass mobile agglo pour l'aide à l'achat de vélos. Donc ça, c'est un dispositif qui a très bien fonctionné et l'idée, donc, c'est vraiment de l'étendre au niveau du territoire. Renforcer donc la part modale des transports en commun. On a l'exemple de réaliser des parkings pour les usagers sur les haltes et les gares SNCF. Donc l'idée, c'est de favoriser justement le déplacement en transport en commun. Et enfin, accompagner les acteurs par des projets de mobilité innovants. Là, on a mis l'exemple d'accompagner la mise en place d'actions d'accompagnement et d'encouragement à l'utilisation des transports en commun au sein des entreprises, par exemple dans les zones d'activité économique. Alors ça, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup il y a longtemps, qui s'était un peu, je dirais, perdu. Donc l'idée, c'est justement d'accompagner les acteurs, les entreprises, justement, dans l'utilisation des transports en commun, ce qui fait beaucoup moins de voitures sur les routes, bien évidemment. La troisième priorité, c'est donc de garantir le bien vivre ensemble et la proximité sur l'ensemble du territoire. Donc, on en parlait tout à l'heure de proximité. Donc, on passe donc par de garantir l'accès à l'offre culturelle et à la pratique culturelle. Il y a donc assurer un logement digne aux habitants de l'agglomération, entre autres, lutter contre l'illettrisme et l'électronisme, proposer une offre de logement adaptée au parcours résidentiel et au cycle de vie
des habitants, veiller à la tranquillité publique et à la cohésion sociale, promouvoir les événements culturels à fort rayonnement, donc les fêtes locales, les traditions populaires, hein, et Dieu sait que sur l'agglomération, on a pas mal d'événements et de traditions populaires et de fêtes locales qui attirent effectivement beaucoup de public. Un focus qui sera fait donc sur le maillage de commerce et de services de proximité cher à mon cœur, et garantir un accès aux soins et aux droits pour tous. Donc, focus donc, sur garantir un accès aux soins donc, pour tous, parce que notre densité médicale est faible. Alors, on n'est pas les seuls, je dirais, en France dans cette problématique. Mais là, comme on est sur la Cabalère, on va parler de la Cabalère, hein, avec 114 généralistes pour 100 000 habitants, alors que la moyenne départementale est de 132. Donc là, c'est quand même parlant. Donc, il nous faut premièrement faciliter l'installation de professionnels de santé, en développant par exemple l'e-santé et la télémédecine, en créant un centre intercommunal de santé et 3 antennes associées, et avec donc un salariat de médecins, c'est-à-dire qu'ils seraient salariés de la communauté d'agglomération. Un second point, c'est favoriser l'accès aux soins avec le développement de points d'écoute et d'orientation psychologique sur le territoire, développer des consultations de spécialistes au sein des maisons de santé, déployer la mutuelle pour tous, hein, notamment, donc là c'est la mutuelle Juste, il y avait eu d'ailleurs une communication faite là-dessus. Le troisième point, c'est l'accompagnement donc à des pratiques de sport santé, hein, en déployant donc sur l'ensemble du territoire des actions sport santé. Alors les objectifs pour l'agglo, donc en partenariat avec les communes, hein, c'est de favoriser l'accueil de nouveaux praticiens en rendant donc le territoire plus attractif, en déployant des nouvelles ressources et des conditions d'accueil correspondantes. L'ensemble de ces engagements trouve son sens et son prolongement au travers donc, du contrat local de santé. La priorité numéro 4, accélérer les dynamiques de transition économique. Donc, en développant notamment l'attractivité du territoire pour favoriser l'implantation et le développement des entreprises, proposer donc une offre de formation initiale cohérente sur le territoire, fédérer les outils et acteurs de l'emploi, développer l'innovation technologique, territoriale et sociale, et un focus sera fait donc sur stimuler l'entrepreneuriat et développer l'économie de proximité. Vous aviez également construire un écosystème d'innovation et une dynamique de start-up, et développer la formation continue et l'apprentissage. Alors ça, c'est très important. Donc voici pour la priorité 4, donc, qui concernait l'accélération des dynamiques de transition économique. Et ensuite, je vais donc laisser la main à Valérie Morel pour la suite, si vous voulez. Alors, en attendant d'écouter Valérie et Lucie, il n'y a pas de questions de la part des participants. Par contre, moi, je vais vous poser quelques questions, M. Debat. Sur l'établissement sur la concertation pour construire ce projet de territoire, du coup, vous avez impliqué différents acteurs. Comment vous avez associé, là je parle pour l'économie de proximité, est-ce que vous avez associé différents artisans, commerçants, professionnels de santé dans cette concertation, dans cette construction? Oui, alors quand je vous dis que c'était une concertation qui a été, une concertation qui a été effectivement large, donc je vous ai parlé notamment du conseil de développement, l'ensemble des acteurs ont été consultés, hein, notamment on peut parler également de la Chambre des métiers de l'artisanat, il y a d'autres acteurs qui ont été consultés. À la limite, si Valérie peut répondre peut-être à cette question, parce que bon, je n'étais pas tous les jours non plus dans cette concertation. Moi, je vous présente le projet de territoire dans son ensemble. Je sais que la concertation a eu lieu avec l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'il y a des points plus précis à aborder? Je pense que Valérie pourrait y répondre plus précisément. Si vous pouvez, Valérie, si vous voulez bien y répondre. Oui, bonjour. Donc Valérie Morel, directrice au développement économique. Hein, donc,
J'ai en charge les politiques en matière d'économie de proximité, donc ce qui colle au sujet d'aujourd'hui, hein, donc à savoir la politique en matière de commerce, d'artisanat, l'économie sociale et solidaire, la politique en matière d'entrepreneuriat sur laquelle je vais revenir ultérieurement, et puis les dynamiques en termes d'emploi. Donc pour répondre à la question, oui, on a sollicité à la fois des commerçants et des artisans en allant porte à porte pour expliquer effectivement la démarche du projet de territoire et recueillir aussi un certain nombre d'attentes par rapport aux priorités définies. Et puis, on a organisé une large concertation en invitant l'ensemble des acteurs économiques avec lesquels on travaille aujourd'hui. Alors, ça allait de l'industrie aux acteurs de la création d'entreprises, aux représentants des consulaires, donc chambre de métiers de l'artisanat, chambre de commerce, chambre d'agriculture, et puis aussi des représentants effectivement d'associations de commerçants, d'organismes de formation, pour leur expliquer la démarche, recueillir leurs attentes, avoir aussi des témoignages de leur part en direct. Hein, donc voilà, ça a été une concertation assez diverse et variée sur le territoire pour aboutir à ce projet de territoire, comme l'évoquait Grégory Debat, concerté et partagé. Alors, ce qui est important de redire, Grégory Debat l'a dit, hein, c'est que c'est un projet à horizon 2032, donc aujourd'hui, on en est au démarrage. Donc, il va y avoir régulièrement aussi des évaluations, des actions menées, et puis peut-être aussi des ajouts, des apports au fil de l'eau par rapport effectivement au premier plan d'action qui a été défini. Très bien, merci beaucoup Valérie. Et donc ce projet, donc 4 priorités, pour chacune des priorités, différents objectifs. Donc dans le temps, vous allez faire un suivi des différents objectifs, je pense, avec des évaluations comme vous avez dit. Et ma question complémentaire, c'est quels sont tous les moyens que la collectivité, que l'AGLO engage du coup pour mener tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire du coup, et à faire avancer. Donc, par rapport aux moyens, quels sont les moyens que la communauté dédie pour ce projet de territoire sur les 10 ans, des moyens humains, des moyens financiers Je pense que c'est un mix un peu de tout. Il y aura les moyens financiers, bien évidemment, les moyens humains. Donc après, ça se passe par des actions. Hein. Bon, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a des choses que Valérie va dévoiler après dans la partie plus économique, on va dire, de cette présentation. Mais oui, il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains, il y a aussi une synergie. C'est parce que là, on travaille aussi sur une synergie entre tous les acteurs. Parce qu'il y a nous, effectivement, qui sommes là pour impulser ce projet de territoire et, je dirais, le pousser. Mais on travaille justement quand on parle de territoire, c'est avec les communes, c'est avec, effectivement, les artisans, les commerçants, les associations, etc., etc. Hein. Je ne veux pas faire la liste complète. Mais voilà, il y a aussi cette volonté, je dirais, de cette synergie. Alors, je n'ai pas des chiffres précis à vous dire, on va mettre autant d'eux. Alors, on a des chiffres, hein, notamment dans le budget de ce qui va être investi sur les 10 ans, etc. Mais je n'ai pas tous les chiffres précis. Mais effectivement, il y a des moyens financiers qui vont être engagés, bien entendu. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Debat. Du coup, je passe la parole maintenant à Madame Morel et à Lucie qui vont nous présenter les actions en faveur de l'économie de proximité par rapport à ce projet de territoire et ce que vous faites actuellement. Si je peux me permettre, pour compléter les propos de Grégory Debat sur les engagements de la communauté d'agglomération, on est déjà en posture vis-à-vis du projet de territoire sur l'identification des moyens. Donc, au niveau des moyens financiers, il faut savoir que le budget 2023 est constitué d'orientations liées au projet de territoire. Donc, l'ensemble des directions ont dû identifier par fiche projet les moyens engagés sur 1, 2 ou plusieurs années au regard des priorités du projet de territoire. Donc, il est construit, le budget sera construit en fonction effectivement de ces orientations stratégiques du projet de territoire. Et puis peut-être en termes de moyens humains, la communauté d'agglomération engage aussi une refonte de son organisation de services pour coller au mieux à ces orientations. Les directeurs vont être amenés à réécrire leur projet de direction et d'identifier aussi les moyens humains, en dehors des moyens financiers, qui vont être affectés effectivement au projet identifié dans le cadre du
du projet de territoire. Donc, Grégory Debat évoquait effectivement les enjeux en matière de développement économique précédemment, qui font partie de la priorité 4. Je vais vous présenter... je suis partie de notre côté. Je suis désolée. Je vais vous présenter un projet phare du projet de territoire qui répond effectivement à cet objectif de développement de l'économie de proximité. Il s'agit d'un projet qui a été porté par le président de la communauté d'agglomération, donc Olivier Gacker, et qui s'intitule l'Académie de l'entrepreneuriat. Développer l'économie de proximité, c'est aussi favoriser la création d'entreprises sur un territoire. Donc, bien évidemment, on avait déjà un certain nombre d'initiatives sur le territoire en matière de création d'entreprises et d'accompagnement de porteurs de projets. Mais voilà, sous l'impulsion des élus, nous avons travaillé sur 1 an et demi avec les acteurs de la création d'entreprises avec lesquels nous travaillons depuis quelques années. On a la chance d'avoir sur notre territoire un réseau d'acteurs de la création, à l'accompagnement à la création d'entreprises dense et motivés. Donc, nous avons construit ce programme donc avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la BGE, COP Connexion, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, Pas-de-Calais Actif, le réseau Initiative et aussi l'association Dreammakers. Qu'est-ce que ça voulait dire constituer une académie de l'entrepreneuriat? C'était identifier un certain nombre d'enjeux qui répondaient au projet de territoire, à savoir poursuivre le développement de l'esprit d'initiative. On est très attentif sur ce territoire-ci à sensibiliser dès le plus jeune âge à la prise d'initiative. Alors bien évidemment, pas tout de suite, pas une prise d'initiative économique, quel que soit, en fonction de l'âge des jeunes auxquels on s'adresse, mais de favoriser cet esprit d'initiative par le développement d'actions en milieu scolaire, au sein de l'université, mais aussi en direction des habitants et dans le secteur associatif pour se dire, voilà, semer des petites graines qui peut-être un jour feront que ces jeunes prennent de l'initiative sur le territoire, qu'elle soit économique ou pas. Donc, développer l'entrepreneuriat, c'est aussi développer le taux d'entrepreneuriat sur le territoire. Donc, par l'accompagnement à la création d'entreprises et bien évidemment de l'ensemble des porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer une entreprise sur le territoire. L'idée, c'est de faciliter aussi l'accès aux outils de financement. Il y a un certain nombre d'outils de financement qui sont à disposition des porteurs de projets via la région ou via le territoire. J'en évoquerai 2 par la suite dans mon intervention, mais l'idée, c'est de mettre en place le tour de table financier qui permettent effectivement à ces entreprises, à ces jeunes entreprises qui sont créées, de bénéficier de l'ensemble des dispositifs de financement existants. Excusez-moi. L'idée aussi, c'est d'apporter des solutions immobilières et de conforter l'accueil de la jeune entreprise sur le territoire. Donc, nous avons la chance d'avoir sur ce territoire 7 pépinières d'entreprises que nous gérons en direct au niveau de la communauté d'agglomération et de la direction du développement économique. Nous souhaitons vraiment en faire des lieux d'accueil de la jeune entreprise et permettre aux entreprises locataires d'asseoir leur activité, de la développer avant de voler de leurs propres ailes en ayant d'autres solutions immobilières sur le territoire proposées par l'agglo ou par le privé. La coordination des acteurs, je les ai évoqués tout à l'heure, c'est important qu'on puisse ensemble réfléchir aux besoins du territoire en matière d'action, de plan d'action sur le volet création, reprise d'entreprise. Donc, on coordonne ces acteurs par le biais d'un certain nombre d'animations et de réunions pour qu'on puisse aussi mieux coordonner nos plans d'action respectifs, identifier de nouvelles actions, pourquoi pas déposer des réponses à des appels à projets, effectivement, au bénéfice du territoire. Et puis, l'un des objectifs majeurs de cette académie, c'était aussi d'assurer une meilleure visibilité de l'offre que je viens de développer. Bon, on s'est rendu compte que parfois, des porteurs de projets qu'on a rencontrés dans la construction de cette
Académie de l'entrepreneuriat nous disait, ben voilà, quand j'ai créé, je n'étais pas au courant qu'il y avait une offre en termes de pépinière d'entreprise. Je n'ai pas bénéficié de formation alors qu'il y en avait sur le territoire. Je n'ai eu connaissance que trop tard, ou trop tardivement, pardon, des aides économiques disponibles sur le territoire. Voilà, l'idée, c'est de communiquer encore plus sur cette offre d'accompagnement pour qu'elle bénéficie bien évidemment aux porteurs de projets ou aux dirigeants d'entreprises existants. Et puis, on l'a bien compris par rapport au projet de territoire, l'idée, c'est de favoriser la territorialisation de cette offre. Aujourd'hui, elle est essentiellement concentrée sur, on va dire, Béthune et environ. Donc, l'idée, vous avez vu, hein, le territoire est vaste, il a ses particularités. L'idée, c'est aussi aller à la rencontre de porteurs de projets potentiels sur l'ensemble du territoire. Donc, à terme, nous allons créer des lieux ressources territorialisés, consacrés à l'entrepreneuriat, au sein desquels l'ensemble des habitants souhaitant créer, développer leur entreprise ou prendre de l'initiative pourront être accueillis et bénéficier de l'ensemble des informations sur ces volets liés à l'entrepreneuriat. L'Académie de l'entrepreneuriat, c'est aussi une programmation semestrielle de permanence, d'ateliers, d'événements liés à la création d'entreprises. L'Aglo ne fait pas tout, hein, donc on s'appuie sur l'expertise aussi et les propositions des partenaires que j'ai cités précédemment. Donc voilà, l'idée c'est aussi de rythmer l'année avec ces événements sur la prise d'initiative, sur des histoires réussies, sur la reprise d'entreprise par exemple, etc., etc. Et enfin, derrière le mot académie, il y a la notion de promotion d'entrepreneurs. Donc, on a, pas plus tard que cette semaine, on lance notre première promotion d'entrepreneurs. La cible de cette promotion était les jeunes de 18 à 25 ans. Ça fait écho à tout ce que je viens de dire sur la prise d'initiative et notamment des jeunes habitants du territoire. Donc, une promotion d'entrepreneurs, ce sont effectivement une douzaine de futurs entrepreneurs hein, qui vont être accompagnés pendant une durée de 4 mois. Ils vont bénéficier effectivement à la fois de coaching individuel ou collectif hein, par l'agglomération, mais aussi par un certain nombre de partenaires de la création d'entreprise ou d'intervenants ayant des expertises complémentaires. Et puis aussi, l'idée, c'est de favoriser l'intelligence collective via la notion de groupe et de promotion. Donc, c'est d'actualité puisqu'on lance la première promotion pas plus tard que demain soir. Donc, on est ravis avec un système de parrains et de marraines aussi de ces jeunes entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de sécuriser la création de ces activités et de pérenniser effectivement ces entreprises qui seront ainsi créées. Donc, j'évoquais développer l'économie de proximité, c'est aussi disposer sur le territoire de possibilités d'accompagner économiquement les entreprises qui se créent. Donc, depuis un bon nombre d'années, la communauté d'agglomération dispose d'aides économiques hein, qu'elle gère en direct, en direction des très petites entreprises commerciales, artisanales et de services, donc qui rassemblent effectivement cet enjeu de développement de l'économie de proximité. Donc, au regard de la configuration du territoire, il y a une décision qui avait été prise politiquement d'accompagner la création d'entreprises dans les communes rurales du territoire. Grégory Deba l'a évoqué. Hein, donc, on a 74 communes de moins de 3000 habitants sur le territoire. Et donc, on a aussi décidé de se centrer sur les quartiers prioritaires identifiés par le biais de la politique de la ville. Donc, on a 17 quartiers prioritaires sur le territoire. Je vous prie de m'excuser. Donc, cette aide, c'est une aide à la création en direction de ces très petites entreprises. Quand on est en création, on peut bénéficier d'une subvention. Donc, sur la slide, vous voyez les conditions d'éligibilité, mais en fait, c'est une aide à la fois à l'investissement et à la création d'emplois sur le territoire.
Et puis, toujours en direction effectivement de ces très petites entreprises, on a aussi une aide au développement sous forme d'avances remboursables. Alors, pour illustrer un petit peu le poids de l'intervention de la communauté d'agglomération, en 2022, nous avons sur ces aides économiques accompagné 42 TPE qui ont investi à hauteur de plus de 2 millions d'euros sur le territoire. Et donc, la participation de la communauté d'agglomération a été à hauteur de presque 400 000 euros. Ce qui est important de dire, hein, c'est pour ça que j'aime toujours mettre le ratio entre l'investissement complet des très petites entreprises et la part que l'agglo leur a attribuée. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ces entreprises ont créé 98 emplois en 2022 sur le territoire. Donc, ça montre bien la force aussi de cette économie de proximité, sa diversité, parce que dans ces aides qu'on attribue, on a à la fois des activités artisanales et commerciales ou de services. On touche 74 communes sur le territoire, alors pas systématiquement les 74 communes, mais voilà, ça permet de répondre à un enjeu fort du projet de territoire qui est de maintenir de l'activité de proximité auprès des habitants, quelle que soit leur situation, la situation géographique. Et puis aussi on le développera tout à l'heure, hein, de redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs ou les quartiers. Donc, on a aussi développé, depuis la création de la communauté d'agglomération en 2002, une politique en matière de développement de l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire, ça répond aussi à des objectifs importants qui sont portés par les élus du territoire, à savoir créer des activités non délocalisables, hein, comme les TPE artisanales et commerciales, à savoir travailler sur l'ancrage territorial de ces activités, sur l'innovation sociale. C'est important aussi de démontrer que des habitants du territoire sont en capacité aussi de créer des activités individuelles ou collectives, parce que l'économie sociale et solidaire, ça le permet aussi, innovantes, hein, qui répondent à des besoins, soit des besoins émergents sur le territoire, soit des besoins non satisfaits, et qui répondent à des attentes des habitants du territoire. Donc, sur cette politique en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, on a aussi une conseillère déléguée, hein, qui s'appelle Sylvie Meffroy, hein, qui est en charge de cette politique et qui travaille à nos côtés pour travailler à la sensibilisation des habitants à ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Pour rappel, c'est presque 11% des emplois du territoire, l'économie sociale et solidaire. Donc, on a la particularité sur notre territoire d'accompagner en direct les porteurs de projets, hein, donc qui souhaitent créer ou développer une structure. On leur met à disposition, bien sûr, l'accompagnement à l'émergence, à la structuration de leur projet. On favorise aussi la mise en réseau avec un certain nombre d'autres structures. Et puis, on leur met à disposition aussi des formations qui permettent aussi d'élaborer et d'asseoir leur projet. En termes de mise en réseau, c'est peut-être important parce que ça ne figure pas dans la présentation. On a été à l'initiative aussi de créer, pour la création d'un club d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, qui aujourd'hui vit sa vie, hein, qui est encore soutenu par l'agglomération, mais qui permet vraiment de favoriser l'interaction entre les projets soutenus par le territoire et puis d'échanger aussi sur la réalité de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est important de le signaler parce que ça existe très peu sur d'autres territoires. On a souvent des clubs d'entreprise dans des zones d'activité ou plus ciblées parfois sur l'artisanat, mais là, c'est important de préciser qu'on a cette chance aussi sur ce territoire et on continue à soutenir ce club d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ensuite, travailler sur l'économie sociale et solidaire, c'est aussi repérer de nouveaux projets sur le territoire et des nouvelles initiatives. Donc on lance aussi un appel à projets annuel autour de l'économie sociale et solidaire que je vais vous présenter dans la slide suivante. Et puis, on dispose aussi d'aides économiques directes portées par la communauté d'agglomération
qui permettent aussi ce tour de table financier que j'évoquais pour les TPE artisanales et commerciales, mais là, ciblé économie sociale et solidaire. Une aide à la création et une aide au développement. Alors, ces deux aides, à la différence de l'aide au TPE, sont toutes les deux en mode subvention. Donc là aussi, on intervient, comme vous le voyez, en matière d'accompagnement aux investissements, d'accompagnement à la création d'emplois. En 2022, on a ainsi financé 7 structures sur le territoire, en création d'ailleurs, qui ont généré 17 emplois et donc un total de subventions octroyées par la communauté d'agglo à hauteur de 85 000 euros. Et toujours pour donner le ratio en termes d'investissement de ces structures sur le territoire, ces 7 structures ont déployé un prévisionnel d'investissement à hauteur de 244 000 euros. Donc, vous le voyez, là, on est aussi en plein dans le projet de territoire. Ces structures développent des réponses de proximité en direction des habitants du territoire et aussi en proximité. J'ai une question, Madame Morel, si vous permettez. On entend souvent parler d'économie sociale et solidaire. Vous pouvez nous expliquer potentiellement quelle typologie d'entreprises sont dans l'économie sociale et solidaire? Donc, ça peut être des associations, des structures qui se créent sous forme associative et qui créent de l'emploi. Donc, on a un tissu associatif important. On peut avoir des activités très diversifiées qui se créent sous statut associatif. Ça peut être de la formation, ça peut être des services à la personne, ça peut être des services à la personne, ça peut être à la fois la petite enfance, des réponses en direction des publics en situation de handicap ou des personnes âgées. Ça peut être aussi des coopératives, des SCOP. Donc tout à l'heure, je parlais d'émulation collective et de dynamique collective aussi pour créer des entreprises, ou aussi le secteur des mutuelles. D'accord. Merci. Donc, j'évoquais l'appel à projet économie sociale et solidaire. On vient de lancer le 3e appel à projet souhaité effectivement par l'exécutif du territoire. Juste une illustration de celui de 2022. Donc, 5 lauréats. Donc, vous voyez, sur des activités très diversifiées qui montrent aussi le dynamisme et l'innovation sur le territoire. Donc, une structure qui s'appelle le Passage à Niveau à Béthune, qui est un centre d'art et de transformation sociale qui s'adresse à des jeunes de 17 à 25 ans. Donc, c'est un nouveau lieu, tiers-lieu, on va appeler ça, même si c'est un peu à la mode, mais qui va développer un certain nombre de réponses et d'actions innovantes sur le territoire. Les Semeurs d'Envie à Richebourg, donc une ferme pédagogique et culturelle, donc un réel lieu de partage aussi à disposition des habitants du territoire, du secteur de Richebourg, donc jeunes et adultes. Un jardin intergénérationnel aussi, le potager à Richebourg, donc qui travaille sur la transmission de savoir entre les générations. Une autre structure culturelle, les Imposteurs, qui va déployer un certain nombre d'actions sur différentes communes du territoire. Le principe des Imposteurs, c'est d'aller aussi en proximité des habitants et de déployer des actions culturelles au plus proche des habitants du territoire. Et puis enfin, Haut la Consigne, qui est une structure qui rayonne au niveau des Hauts-de-France, mais qui travaille sur les réemplois des contenants, et notamment les bouteilles en verre et les bocaux, donc avec lesquels on va déployer un certain nombre d'actions sur le territoire de la communauté d'agglomération. On a déjà commencé à travailler notamment avec les microbrasseries, très intéressées sur ce volet du réemploi. Donc voilà quelques illustrations, mais qui vous montrent aussi que voilà, ces structures, comme les TPE, répondent aux enjeux du territoire, à la fois en termes de proximité, d'entrepreneuriat et de réponse aux besoins des habitants. Donc tout à l'heure, Grégory Debat a longtemps présenté, pas longtemps, mais a dans le détail présenté le projet de territoire, donc avec cette notion de bassin de vie,
cette notion de bassin de vie, elle doit permettre effectivement de développer une offre de proximité. Et on l'a vu sous l'égide d'un principe du territoire de la demi-heure ou du quart d'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins des habitants en limitant le recours à la voiture. Donc ces services de proximité qu'on peut définir comme les services publics, la mairie, les réponses en termes de métiers de bouche, de services à la personne ou encore de loisirs et de santé doivent être accessibles en mobilité active, donc à savoir à pied ou en vélo. Donc vous voyez, bon, bien évidemment aujourd'hui, tout n'est pas encore réalisé, donc c'est vraiment un objectif de projet de territoire dans la durée. Néanmoins, par rapport à cet objectif et cet enjeu de proximité, en termes de développement économique, on s'appuie sur 2 politiques structurantes portées par la communauté d'agglomération. La politique intercommunale du commerce, donc pour rappel, les intercommunalités, depuis la loi NOTRe, ont dû prendre cette compétence obligatoire, donc en matière de commerce. Et puis une politique plus volontariste de la communauté d'agglomération qu'a déjà évoqué tout à l'heure Grégory Debat, une politique en faveur de l'artisanat. Donc on a développé depuis quelques années un partenariat très important avec la Chambre de métiers et de l'artisanat pour le maintien et le développement de cet artisanat sur le territoire. Donc, je vais vous donner quelques détails par rapport à ces politiques. Donc, je l'évoquais, politique intercommunale du commerce, il a fallu, c'était un nouveau bloc obligatoire en termes de compétences pour la communauté d'agglomération. Donc, en 2017-2018, on a souhaité, avant de se lancer dans des orientations stratégiques, mener un diagnostic complet de l'équipement commercial sur le territoire. Ce diagnostic, on l'a mené en lien avec l'agence d'urbanisme de l'Artois et puis aussi, on s'est fait accompagner par le cabinet Lestou et Associés. C'était important d'avoir une approche concertée, là aussi, et complète de ce qu'on appelait commerce sur le territoire. Parce que parfois, élus et techniciens, mais même les habitants, on avait une vision un peu trop restrictive de ce que pouvait être le commerce. Et ce qu'on souhaitait, nous, c'est vraiment avoir cette approche globale afin de définir des orientations les plus précises possibles en matière d'intervention intercommunale. Donc, tout ce travail de diagnostic, d'appropriation des réalités du territoire a permis de définir 2 axes d'intervention. La définition et la mise en œuvre d'une stratégie en matière d'urbanisme commercial. Donc, vous l'avez vu, je vais le déployer un peu plus. L'idée, c'était aussi qu'on ait une vision globale du territoire en termes d'aménagement commercial. Ce qui n'était pas le cas, Grégory Debat, précédemment, vous l'a présenté. La communauté d'agglomération s'est constituée au fil des années. Donc, et puis, au fil des fusions aussi entre différentes intercommunalités existantes. Et le deuxième axe d'intervention, la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs et des lieux de centralité. Donc, je vais zoomer plus spécifiquement sur le volet urbanisme et aménagement commercial. Donc, au regard du diagnostic, donc on avait un certain nombre d'éléments précis sur l'aménagement commercial et sur les implantations commerciales. Il nous a fallu définir un certain nombre d'orientations et écrire un schéma d'aménagement commercial. Celui-ci a été voté en 2019, donc suite à la définition des priorités de la politique intercommunale du commerce. On avait notamment, en termes de diagnostic, le nombre de mètres carrés de surface de vente inoccupée que vous voyez apparaître sur la diapositive, presque 58 000 mètres carrés de surface commerciale inoccupée en 2019. On avait aussi listé le fait que environ 32% des commerces se situaient hors d'une polarité commerciale. Donc, par rapport à tous ces enjeux-là, on a souhaité, dans le schéma, écrire 4 priorités que vous voyez apparaître. La gestion des friches commerciales sur le territoire. Donc, il y a l'existant,
Et puis, il y a la manière dont on peut les éviter aussi à terme, la manière dont on peut les réexploiter aussi pour développer d'autres activités. Par exemple, par rapport à des friches commerciales sur le territoire, je donne un exemple parce que ça me fait écho à un projet que j'ai précisé dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, par exemple. On a un certain nombre de surfaces commerciales, de friches commerciales à vocation alimentaire qui ont été repris par des acteurs de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui pour développer, par exemple, le projet le tiers-lieu que j'ai évoqué tout à l'heure, le passage à niveau, mais on a aussi des structures d'insertion par l'activité économique qui ont repris un certain nombre de friches commerciales. On a une école de production qui accompagne des jeunes dans leur formation en termes industriels, qui va aussi s'installer très prochainement dans une ancienne friche commerciale. Voilà, l'idée, c'était d'assurer au mieux cette gestion des friches commerciales sur le territoire. Redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs, c'est aussi limiter le développement des commerces de flux. Donc, il n'y a pas que sur le territoire de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, mais on a vu fleurir durant les dernières années l'installation de commerces, notamment, on va les appeler on peut les appeler aussi commerces de rond-point, qui impactent directement les commerces en centre-ville et en centre-bourg. Donc, l'idée, c'était aussi, par un certain nombre de règles et d'approches dans le cadre du schéma d'aménagement commercial, de limiter ce développement, de rééquilibrer les activités entre les centralités et les périphéries. Toujours le même objectif, se dire que voilà, il faut refaire venir effectivement la population dans les centres-villes et les centres-bourgs et y développer des activités. Et puis, bien évidemment, tenir compte de l'évolution du commerce. Bon, voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui se sont développées de commerce, mais il faut aussi qu'on les prenne en considération dans le développement d'un certain nombre d'offres sur le territoire. Et puis, bon, nul n'est là pour ignorer la loi. Donc, un certain nombre de lois ont été aussi votées pour encore plus prendre en compte les critères environnementaux dans les implantations commerciales. Donc, bien évidemment, nous, on est très attentifs aussi à ces enjeux-là, avant le projet de territoire, mais encore plus depuis le vote du projet de territoire. Donc, j'évoquais le schéma d'aménagement commercial. Alors, juste pour information, il n'a pas de valeur juridique à ce stade. C'est une politique volontariste des élus. Il est censé être repris dans le cadre du schéma de cohérence territoriale qui est en cours de révision. Et dans ce cadre-là, il deviendra prescriptif. Peut-être qu'on le fera évoluer, mais il deviendra prescriptif. Néanmoins, les élus ont souhaité enclencher d'ores et déjà un certain nombre d'applications concrètes du schéma d'aménagement commercial. Je vais commencer par la fin. Ce schéma d'aménagement commercial, il est aussi un support de discussion pour Grégory Debat avec les promoteurs, les investisseurs ou les enseignes en amont d'une implantation commerciale, même d'un dépôt de dossier en commission départementale d'aménagement commercial. Très régulièrement, nous rencontrons avec Grégory Debat ces promoteurs, enseignes ou investisseurs pour réfléchir avec eux à leur lieu d'implantation, pour réfléchir avec eux pour répondre aux enjeux de critères environnementaux qu'on évoquait tout à l'heure, pour regarder aussi l'opportunité d'un certain nombre d'implantations, de nouvelles implantations sur le territoire au regard du diagnostic. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, en termes d'offres alimentaires, en termes de moyennes et de grandes surfaces, on est très, très bien doté sur le territoire. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette discussion avec ces promoteurs, enseignes ou investisseurs en amont de leur dépôt de dossier en commission départementale d'aménagement commercial. Alors, par rapport à cette commission, bien évidemment, on reçoit les dossiers qui concernent notre territoire et on a mis en place une procédure assez complète, donc d'étude de ces dossiers avec nos collègues aussi de l'urbanisme pour rédaction effectivement d'une présentation des projets à Grégory Debat et au président,
avant de siéger à cette commission départementale. Donc, pour rappel, on a 2 voix au niveau de cette commission, au niveau de la Cabalère. Donc, ce qui peut faire peser effectivement en termes de choix et de décision de la CDAC. Hein. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très compliqué aussi de déposer un dossier en CDAC. Donc, cette histoire de dialoguer en amont avec les promoteurs, ça nous permet vraiment d'assurer que si effectivement on va, le dossier est porté en CDAC, l'agglomération a bien pris en compte les enjeux et les conditions d'implantation de ces projets. Et puis, on a eu aussi une politique volontariste. Hein, dans le cadre de ce schéma, on a préconisé aux communes de délibérer donc, pour saisir la commission départementale pour des projets à partir de 300 m² de surface de vente. Alors, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais les dossiers qui passent en CDAC sont des dossiers de 1000 m². Hein, donc, là, 34 communes ont délibéré sur notre territoire pour se dire que même des dossiers à partir de 300 m² de surface, ça valait la peine, on va dire, d'étudier les conditions de leur implantation et de saisir la commission départementale à ce sujet. Donc, j'en ai fini avec l'un des axes de cette politique intercommunale du commerce. Donc, sur le volet redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs, je vais passer la parole, sauf s'il y a des questions, à ma collègue Lucille Quentin, donc chargée de mission commerce et artisanat. Merci beaucoup, Madame Aurel. Il y a quelques questions de la part notamment de Freddy Gilbert. Hein. Freddy Gilbert, que vous connaissez, président de la CAPEB du département et président de la commission territoriale de la Chambre de métiers sur le territoire. Donc, Freddy pose la question suivante. Y a-t-il des financements prévus pour la transmission des entreprises artisanales, notamment pour le financement de l'immobilier qui est très difficilement finançable par les banques? Alors, c'est une belle question. Merci, Freddy. À ce stade, il n'y a pas de financement qui est prévu sur le volet transmission. Bien évidemment, on a un travail là. Tout à l'heure sera évoqué plus précisément cette convention avec la Chambre de métiers. On travaille sur l'identification des entreprises qui vont être cédées prochainement et qui seraient éventuellement à reprendre pour accompagner au mieux cette cession et transmission. Sur le volet immobilier, à ce stade, il n'y a pas d'intervention de la communauté d'agglomération sur le volet immobilier d'entreprise. Hein. Je rappelle que dans le cadre effectivement des compétences qui nous sont déléguées dans les intercommunalités au regard des compétences régionales, on n'a pas d'intervention directe sur l'immobilier aujourd'hui. Il y avait une autre question, je n'ai peut-être pas répondu. Il y a une autre question de Freddy également, pour comprendre la question de M. Eric Dessoin. Freddy dit « L'Académie de l'entrepreneuriat est un super outil. Merci. Est-il adaptable aux réalités économiques actuelles et à venir ?» Il parle des difficultés actuelles des entreprises, notamment par rapport au surcoût énergétique, par rapport au déplacement, à la pénurie de pièces, problème de matières premières, etc. Et il dit « nous soutenir dans la règle des 3 tiers ». Alors ça, je n'ai pas tout à fait compris, Freddy. Mais voilà, il dit que c'est un super outil, mais est-ce qu'il est adapté aux réalités économiques actuelles et surtout à venir? Alors, je l'ai dit, hein, le projet d'Académie de l'entrepreneuriat, il n'est pas là pour révolutionner la création d'entreprises sur le territoire, parce qu'on a déjà le tissu de partenaires qui intervient sous couvert de politique régionale d'ailleurs, hein, ou de politique de l'État, hein, donc en matière de création d'entreprise. Cette idée d'Académie de l'entrepreneuriat, c'était vraiment de travailler sur la lisibilité de l'offre. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a encore des créateurs d'entreprises qui ne sont pas accompagnés sur le territoire, et c'est dommage par rapport à leur pérennité et le fait de passer à côté aussi d'un certain nombre d'accompagnements, de formations ou d'aides économiques. L'idée, c'était de territorialiser cette offre. Et ça, c'est très, très important par rapport au projet de territoire qui vous a été présenté. Et puis aussi de créer de l'émulation collective et de créer aussi des ambassadeurs sur le territoire. Quand on aura, alors là on démarre, hein, mais quand on aura une dizaine de promotions qui auront été développées sur le territoire et autant de créations d'entreprises,
je pense que voilà, on aura aussi des beaux ambassadeurs du territoire qui, comme le font certains artisans, hein, donc Freddy le sait bien, mais je veux dire, voilà, l'idée c'est aussi de créer des communautés d'entrepreneurs sur le territoire, il y en existe déjà, hein, et puis qu'elles soient aussi porteuses de sens par rapport au projet de territoire. Alors ça ne va pas éviter les difficultés, là aujourd'hui énergétiques ou d'approvisionnement de matériaux sur lesquels on communique beaucoup avec la chambre de métier. Mais voilà, notre idée, c'est aussi, bon là, la cible, c'était les 18-25 ans. Peut-être qu'un jour, on fera une promotion sur la reprise d'entreprise, hein, ça avait déjà été évoqué. Ça peut être aussi une promotion plus territoriale, donc sur un secteur géographique. Ça pourrait être des promotions sur des typologies d'activités. Donc ça, c'est vraiment une action aussi concertée avec les acteurs de la création d'entreprise. Donc là, on avait, entre guillemets, voté collectivement pour cibler les jeunes, mais voilà, sur la question de la reprise, c'est vraiment un axe de travail que, alors, je ne vais pas empiéter sur l'intervention de Lucille, mais ça fait partie des axes de travail que l'on a avec la chambre de métier pour les années à venir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, si on passe à la suite. Oui, effectivement, il restait encore les questions de Monsieur Suin, Oui. Qui posait la question, c'était: y a-t-il une réelle spécialité identité territoriale sur les solutions innovantes recherchées, notamment vis-à-vis de ces caractéristiques, entre parenthèses, passé minier? Est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Des spécificités, c'est ça? Y a-t-il une réelle spécialité identité territoriale sur les solutions innovantes recherchées, notamment vis-à-vis de ces caractéristiques? Alors, tout à l'heure, dans la première formulation, vous évoquez le passé minier du territoire, hein, il n'y a qu'une partie du territoire. Enfin, si toutefois je comprends bien la question, voilà, moi j'ai la chance de travailler sur ce territoire depuis de nombreuses années. Il a fallu effectivement faire face à différentes reconversions sur le territoire. Donc, reconversion, bien sûr, suite au houillère, hein, donc ça a été la première reconversion du territoire, mais aussi par rapport à certaines activités textiles, hein, qui étaient présentes aussi sur le territoire. On a su faire preuve de résilience. Quand c'est les élus, les habitants et les intercommunalités pour retravailler sur la notion d'industrie sur le territoire. Hein, première reconversion, industrie automobile. Deuxième reconversion complémentaire, l'industrie autour de la plasturgie. Donc, on a la chance sur ce territoire d'avoir la quasi-totalité des process de production en plasturgie sur le territoire. Avec un tissu de PME qui s'est constitué. Donc, on a vraiment souhaité travailler sur la structuration des PME et des TPE sur le territoire pour éviter aussi quelques gros impacts lorsqu'il y a des fermetures importantes d'entreprises. Alors, ça ne les a pas évitées, hein, puisqu'on vient de vivre ce qu'on appelle, nous, le choc Bridgestone. Mais là encore aussi, dynamisme du territoire, mobilisation collective autour de la reconversion des ex-salariés de Bridgestone, développement de nouvelles activités sur le site de Bridgestone, un travail aussi sur l'innovation technologique avec les universités et les centres de recherche sur le territoire. Voilà, pour essayer d'aboutir sur un autre axe, hein, qui est qu'on a vu tout à l'heure dans le projet territoire, travailler sur la transition économique du territoire. Bon, je pense que là, j'évoquais plutôt le domaine de l'industrie. Il n'y a aucun secteur d'activité sur le territoire qui est oublié. Hein, nous, aujourd'hui, on présente plutôt le volet économie de proximité. J'ai évoqué tout ce qui est travaillé sur l'industrie, mais aussi sur la recherche sur le territoire. On travaille énormément sur l'innovation. Et puis moi, si je me permets de me faire le porte-parole des élus, tout ce volet sur la prise d'initiative sur le territoire, sur l'entrepreneuriat, l'idée, c'est aussi par rapport au bassin minier de changer d'acculturer, on va dire,
la population au fait qu'on peut aussi être porteur de projet et créer sa propre activité. On peut aussi, tout à l'heure je l'évoquais via l'économie sociale et solidaire, entreprendre collectivement. Et on peut aussi répondre à des besoins non satisfaits sur le territoire par de la création d'entreprises. Donc voilà, je pense que ce sont tous les enjeux en termes de développement économique pour les années à venir. Donc il y a déjà des choses engagées, on l'a vu. Mais voilà, en termes de résilience, de capacité à rebondir à un certain nombre de chocs liés à des fermetures de secteurs d'activité sur le territoire, à des situations économiques ou des situations sanitaires, parce que voilà, il a fallu aussi, comme sur les autres territoires, travailler pendant la crise sanitaire à accompagner au mieux nos entreprises du territoire. Et ça, on a fait un gros travail, notamment avec la Chambre de métiers et de l'artisanat pour les TPE. Voilà, je pense que toutes les solutions ne sont pas portées par la communauté d'agglo. Nous, on a un rôle d'assembleur, de financeur aussi, d'impulsion aussi de nouvelles politiques sur le territoire. Mais voilà, quoi, ce sont les enjeux aujourd'hui portés par les élus au niveau de ce projet de territoire en matière de développement économique. Madame Morel, merci. Excusez-moi, j'ai une petite coupure Internet. Merci Rachel d'avoir pris la main. Une dernière question, Monsieur Dessoins, je vous propose de contacter Madame Morel directement pour pouvoir échanger avec elle sur ce sujet de l'identité, des spécificités sur le territoire qui seraient recherchées. Rachel va vous mettre l'adresse mail de Madame Morel dans le chat. Une dernière question de Monsieur Soin, c'était quel taux de vacances commerciales en cœur de ville sur le territoire? Vous avez un chiffre? Je ne l'ai pas. Je vais passer la parole à Lucille qui va reprendre le flambeau sur cette politique centre-ville, centre-bourg. Donc, c'est un elle chiffre répondra par là même à cette question. D'accord. Donc, c'est une notion qui va être abordée par vous, Lucie. Oui. D'accord. Donc, je vous propose du coup qu'on enchaîne sur les actions spécifiques sur le territoire en faveur de l'économie de proximité. Donc, c'est à vous, Lucie. Donc, voilà. Donc, Valérie vous a présenté la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'urbanisme commercial. Le deuxième axe défini par les élus pour porter la politique intercommunale du commerce, c'est la redynamisation des centres-villes, centres-bourgs et lieux de centralité. Et c'est cette partie-là que je vais vous développer davantage. Donc, quand on parle dans le projet de territoire d'assurer un maillage de commerce et de services de proximité, on ne part pas de rien, puisqu'on a déjà sur le territoire un certain nombre de commerces et de services de proximité qui y sont implantés. On a relevé donc 3177 commerces de proximité, donc d'une surface sur l'ensemble de territoire. C'est Lola qui avait réalisé un relevé terrain en 2019, qui a été mis à jour depuis, mais on n'a pas encore les données qui ont été consolidées. Donc, on reste pour l'instant sur nos données 2019. Donc, 2814 commerces de proximité, donc d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés. On a aussi, par notre partenariat avec la Chambre des métiers Hauts-de-France, accès aux données qu'ils nous fournissent sur notre territoire. Et donc, ils ont relevé 4506 établissements artisanaux sur l'ensemble du territoire, dont 1548 dans les communes de moins de 3000 habitants. Donc, on est quand même un territoire où les services de proximité sont préexistants à l'action que veulent mettre en place nos élus à travers le projet de territoire. Alors, une petite précision, quand on parle de 2814 commerces de proximité, il y a bien évidemment un certain nombre d'établissements artisanaux qui sont inclus dedans, puisque quand on parle de commerce de proximité, on parle aussi de boucherie, de boulangerie, de salons de coiffure, et qui sont à la fois des établissements artisanaux et des commerces de proximité. Donc, à chaque fois qu'on vous parlera de commerce dans les slides qui vont suivre, c'est à la fois du commerce et de l'artisanat de proximité. Donc, pour soutenir et développer les commerces et services de proximité, la communauté d'agglomération a mis en place un certain nombre de dispositifs
qui ne relèvent pas tous de la politique du commerce, puisque là, ce sont plutôt les aspects fiscaux qu'on va évoquer, puisque pour permettre à certaines entreprises de s'installer ou de se pérenniser, la communauté d'agglomération a fait le choix de dispositifs incitatifs. On prend l'exemple, par exemple, de la cotisation foncière des entreprises sur les librairies et sur les disquaires de centre-ville. Alors, concernant les librairies, c'est une exonération de cotisation foncière, qu'elle soit labellisée ou non. L'autre volet des incitations fiscales, c'est un abattement de 15% sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'applique aux locaux commerciaux de moins de 400 mètres carrés en centre-ville qui ne sont pas rattachés à une galerie commerciale. Et puis, la communauté d'agglomération a mis en place aussi à partir de 2019 une taxe sur les friches commerciales, 2018, qui a été portée depuis au taux maximum qui sont autorisés par la loi. Donc, quand la taxe sur les friches commerciales a été mise en place, elle était au taux légal. Et depuis, les taux ont été doublés, ce que la loi permet, pour atteindre aujourd'hui donc 20% sur la première année, 30% sur la deuxième année et 40% à partir de la troisième année d'imposition. En parallèle de ça, la communauté d'agglomération a aussi une commission d'indemnisation du préjudice économique, c'est-à-dire que quand la communauté d'agglomération est responsable de travaux qui dure pendant plus de 2 mois, elle indemnise les commerçants et artisans qui se situent sur les zones de chantier et qui subissent un préjudice économique. Donc ça encore, c'est une politique qui n'est pas portée par la politique du commerce, mais qui a été mise en place par la communauté d'agglomération pour soutenir les services de proximité de son territoire. Un des enjeux forts du projet de territoire que Grégory Debat a évoqué tout à l'heure, c'est le renforcement de la coopération avec les communes. Et ça passe notamment par les fonds de concours à vocation économique qui sont mis en place sur le territoire de l'agglomération. Donc, des fonds de concours, il y en a de différents types. Ça va du soutien de la lecture publique à la rénovation du patrimoine communal, la mise en accessibilité, l'entretien des espaces naturels, etc. Et il y en a un qui est spécifique pour la création d'activités commerciales, artisanales ou de services dans les centres-bourgs des communes de moins de 3000 habitants et également aussi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, je vous ai mis l'exemple d'une supérette, c'est le magasin Proxy qui a été créé à Fétubert, qui a été créé avec la participation financière de la communauté d'agglomération sous forme de fonds de concours. Donc, au total, les fonds de concours de la communauté d'agglomération, ce sont 20 millions d'euros investis par les communes, pour une participation de la communauté d'agglomération de 3 457 000 euros sur l'année 2022. Et comme je vous le disais, ça va des interventions d'urgence dans les toutes petites communes quand la chaudière tombe en panne, par exemple, jusqu'à la réfection d'une église ou d'un patrimoine municipal. En parallèle de ce fonds de concours à vocation économique, au sein de la direction du développement économique et notamment en associant plusieurs des politiques qui relèvent du développement économique, on accompagne les communes rurales sur la création de nouvelles activités. Alors, ce qu'on appelle accompagnement, c'est que, par exemple, sur l'année 2022, dans une commune du territoire où il y a un local à reprendre, on a réalisé des questionnaires auprès de la population, on a organisé des réunions publiques le soir pour que les habitants puissent s'exprimer sur le type de commerce ou de service qu'ils souhaitaient voir se réinstaller dans cet établissement. Et on cherche maintenant un porteur de projet qui va pouvoir répondre, alors que ce soit un porteur de projet
sous forme de TPE ou sous forme d'économie sociale et solidaire. C'est là où le lien se fait entre les différentes politiques pour répondre aux besoins qui ont été identifiés à travers cet accompagnement de la commune à la création ou recréation d'une activité sur son territoire. Alors, une autre partie de notre accompagnement aux communes, c'est quelque chose qui tient à cœur à Monsieur Debat. Donc, je ne doute pas qu'on va réussir à le mettre en œuvre en 2023. C'est une carte interactive des marchés qu'on voudrait accompagner d'une bourse aux étals. C'est-à-dire que les communes pourraient proposer des places pour un rôtisseur ou pour un primeur sur leur marché, et les commerçants pourraient proposer leur candidature à la commune pour pouvoir accéder au marché, puisqu'on a réalisé en 2021 un diagnostic des marchés sur le territoire. On avait 83 communes qui nous ont répondu. Là, on a relancé en tout début janvier une mise à jour de ce diagnostic et on va essayer d'accompagner au mieux les communes qui recréent des marchés ou qui ont des marchés un peu en déclin pour leur permettre de les redévelopper un peu, notamment en les faisant connaître auprès de la population parce que tout le monde ne connaît pas forcément les marchés qui se déroulent dans les communes avoisinantes. Ça fait partie de nos projets pour 2023. Alors, d'autres initiatives des communes qu'on ne soutient pas forcément, mais on travaille régulièrement avec les communes, y compris sur ces sujets-là. Il y a eu des postes de managers de centre-ville qui ont été créés dans certaines communes, notamment celles qui sont lauréates des dispositifs Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Donc, on essaye de maintenir le lien avec les commerçants de ces communes à travers les managers de centre-ville, quand il en existe. Et puis, certaines communes ont pris aussi des initiatives qu'elles portent en propre, sur lesquelles la communauté d'agglomération n'intervient pas, en particulier sur des dispositifs numériques. On a eu la création de Béthune Shop par la commune de Béthune, qui était une application de vente en ligne pour les commerçants de proximité. On a à Bruay-la-Bussière une carte de fidélité mutualisée qui a été créée par la municipalité. On a aussi à Divion l'exemple de Kitties, qui est un système de cagnotage qui avait été mis en place notamment à la période des fêtes en fin d'année, où la municipalité en fait finançait un petit fonds de démarrage pour l'application pour permettre aux clients d'aller cagnoter dans les commerces et de redépenser dans les commerces participant à l'opération les bons d'achat qu'ils pouvaient obtenir à travers l'application. Donc ça, ce sont des initiatives municipales pour vous dire que quand le projet de territoire se veut collectif et partagé, c'est aussi avec les initiatives des communes. Pour rester sur le sujet du numérique, pendant la crise sanitaire, on avait mis en place des aides pour les entreprises du territoire, notamment pour les entreprises artisanales et pour les commerçants, à travers une plateforme qui s'appelle la plateforme de démarche simplifiée, qui étaient des aides qui nous semblaient très simples d'utilisation à nous, administratifs, où on demandait aux commerçants ou à l'artisan d'avoir une adresse mail, de joindre son cabis, d'insérer son numéro de SIRET et son identité. Et on s'est aperçu malheureusement que ça posait un certain nombre de difficultés à des commerçants ou à des artisans et qu'il avait fallu trouver des solutions un peu de secours pour le faire avec eux, pour qu'ils se fassent accompagner pour le faire. Et donc, quand l'occasion s'est présentée de créer un poste d'ambassadeur numérique dédié pour le commerce et l'artisanat, on a postulé et on a pu ainsi créer un poste d'ambassadeur. Alors, le rôle de l'ambassadeur, c'est vraiment d'aller diagnostiquer avec le chef d'entreprise ses difficultés d'accès au numérique, mais sur des difficultés qui sont vraiment un frein majeur. Ça va être une difficulté simplement pour lire ses mails ou y répondre, simplement allumer son ordinateur,
On a créé la feuille de route de l'ambassadeur numérique avec les consulaires et avec des organismes de formation notamment, pour que cet accompagnement ne vienne pas en conflit avec leur offre de service, mais bien en amont, sur les tout premiers pas. C'est pour que ce soit vraiment la base de socle de compétences dont un chef d'entreprise a besoin pour être autonome. Voilà pour le volet inclusion numérique des chefs d'entreprise. Donc, c'est ouvert aux commerçants et aux artisans sur l'ensemble du territoire. Alors, ça, ce qui vient de vous être présenté, ce sont plutôt des actions portées en direct par la communauté d'agglomération, mais on finance aussi des dispositifs en partenariat avec d'autres acteurs, notamment des dispositifs de résorption de la vacance commerciale qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, le dernier recensement qui avait été réalisé à l'échelle du territoire par l'agence d'urbanisme nous donnait un taux de vacance commerciale sur l'ensemble des 100 communes à 8,61. Ce qui est trompeur parce que, en fait, ça inclut des communes qui sont très différentes et que sur l'ensemble du territoire, on a des situations très, très diverses. Donc, ce taux de 8,60 à l'échelle du territoire n'est pas très parlant. Un taux à l'échelle d'une commune est beaucoup plus parlant qu'un taux à l'échelle du territoire quand il s'agit d'un territoire de 100 communes. Donc, on finance des dispositifs de résorption de la vacance commerciale qui sont aussi des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises, pour le coup. Il y a Mon Commerce en Test et Ma Boutique à l'essai. Donc, le principe, c'est de négocier avec le propriétaire d'un local un loyer modéré pendant une période déterminée pour que le porteur de projet puisse tester son activité en ayant donc un loyer un petit peu moins cher sur un bail dérogatoire et pas sur un bail commercial, et avec des accompagnements renforcés donc par la BGE pour le commerce en test et par Initiative Artois pour la boutique à l'essai. Donc, au total, depuis 2019, ce sont 12 boutiques qui ont vu le jour à travers ces deux dispositifs sur le territoire. Et on en a 2 qui devraient être inaugurés en mars, donc une boutique à l'essai à Auchel et un commerce en test à Calonne-Ricoire. On a un autre dispositif d'accompagnement à la création de surfaces commerciales, en quelque sorte, qui sont les boutiques partagées. Donc, à Béthune, la boutique partagée a été créée en 2018. Et là, la communauté d'agglomération participe à la création de celle de Bruay-la-Buissière, qui devrait aussi également ouvrir courant mars. On attend ça avec impatience. Donc, c'est un projet différent, la boutique partagée, puisque c'est une seule boutique où on met plusieurs créateurs d'entreprises qui viennent tester leurs produits, leurs concepts, leurs idées, leur création même, parce qu'il peut y avoir aussi des artistes dans le lot, et ils partagent ensemble donc à la fois le local, les moyens d'encaissement, une communication qui est partagée à l'échelle du local, donc pour l'ensemble des preneurs qui sont présents dans la boutique, et ils se partagent aussi les horaires d'ouverture de la boutique pour assurer une animation en permanence par les porteurs de projets au sein de cette boutique. Et puis aussi sur les partenariats, on a lancé l'année dernière notre premier appel à projet à destination des associations de commerçants et d'artisans. On le relance cette année, donc ce sera voté, si tout va bien, par nos élus au mois d'avril. Donc c'est un appel à projet pour, non pas pour financer les associations de commerçants sur leur quotidien, sur leur fonds de roulement, mais vraiment pour financer des actions particulières qu'on voudrait innovantes et qui ne sont pas des actions qu'elles refont tous les ans.
en fait. C'est pour leur donner un petit coup de pouce pour les aider à faire revenir la population au sein des centres-bourgs et des centres-villes ou des quartiers, puisqu'on a aussi des associations de quartiers qui répondent à cet appel d'offres. Donc, je vous disais tout à l'heure, le commerce et l'artisanat sont très liés. Sur la politique en faveur de l'artisanat, on s'appuie beaucoup sur un partenariat qui a été conclu en 2018 avec la Chambre de métiers de l'artisanat Hauts-de-France, qui permet chaque année à 100 entreprises artisanales de bénéficier d'un diagnostic de leur activité. Donc, diagnostic, ça veut dire sur leur politique commerciale, sur leur activité à proprement parler, sur leurs ressources humaines, sur leurs besoins en développement, sur le numérique, sur les difficultés qu'elles rencontrent, sur les opportunités qu'elles voient arriver, etc. Et en fonction du résultat du diagnostic de chaque entreprise, la chambre de métier soit lui propose un accompagnement en direct à partir de son offre de service qui est adaptée à toute la vie de l'entreprise artisanale, ou alors en orientant le chef d'entreprise vers des partenaires en fonction du besoin spécifique qui aura été détecté. Donc, à ce jour, on a 465 entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement depuis le démarrage du partenariat. On était parti au départ sur une répartition par type d'activité. On avait commencé sur les entreprises alimentaires. On avait poursuivi la deuxième année sur l'artisanat de service et de production, pour terminer les 2 dernières années sur les activités du bâtiment, puisque ce sont les plus représentées sur notre territoire. À partir de 2023, il n'y aura peut-être plus forcément cette séparation par type d'activité, puisqu'on va partir plutôt sur des thématiques. La thématique de la transmission d'entreprise que Freddy évoquait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose sur lequel on compte mettre un gros accent en 2023. On avait d'ailleurs commencé en 2022 avec un atelier d'information à destination des artisans de plus de 55 ans pour les préparer à la retraite, donc avec une intervenante de la CARSAT, et pour les préparer à la transmission d'entreprise. On avait participé à cet atelier un notaire et un expert comptable pour bien présenter tous les aspects de la transmission d'entreprise aux artisans intéressés. Donc, on va continuer à partir de 2023 sur cet axe de la transmission. Et puis, en parallèle, on a aussi un axe de travail sur la réduction des impacts environnementaux des entreprises artisanales. Pour ça, on va démarrer, donc là, on a démarré cette année 2023 sur des artisans qui sont très touchés par des difficultés énergétiques en ce moment, que sont les boulangers et plus largement les commerces alimentaires, puisqu'avec le froid et le chaud, ils ont des consommations énergétiques importantes. Donc, on démarre avec eux pour leur proposer des solutions à travers un diagnostic qui est réalisé par un conseiller dédié de la Chambre de métier, un accompagnement technique pour la réduction de leurs coûts énergétiques en eau, en matières premières, en déchets, etc. Et puis, pour ceux qui poursuivront l'accompagnement, des labellisations en fonction de du type d'activité auquel ils appartiennent. Et enfin, le dernier axe sur lequel on voudrait travailler avec la Chambre de métiers, ce sont les artisans ambulants qui offrent aussi une réponse de proximité à la population, en matière alimentaire notamment, mais pas seulement, avec des tournées, par exemple, qui existent encore dans les communes. Et on aimerait avoir, donc toujours en lien avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, un diagnostic complet des tournées qui existent sur notre territoire, des endroits où il n'en existe pas pour pouvoir inciter ou provoquer
la création de tournées dans ces secteurs-là. Et puis le dernier petit axe sur lequel on aimerait travailler aussi, ce sont les métiers d'art, puisqu'on a quelques pépites sur le territoire. Tout ça dans le cadre de notre convention avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, qui prévoit aussi un axe important de valorisation de nos artisans, puisqu'on a des artisans de très belle qualité sur le territoire et qu'on essaye, en lien avec la Chambre des métiers, de les mettre en valeur, soit individuellement, parce que depuis le Covid, on avait pris l'habitude d'aller remettre les récompenses, les titres et les labels des artisans dans les entreprises, et qu'on a maintenu parce que c'est une relation différente quand on va dans l'entreprise rencontrer l'artisan. Et puis collectivement, puisqu'on avait l'habitude aussi d'organiser, hors période Covid, une soirée de mise en valeur des artisans de qualité du territoire qui se faisait une fois par an. On va essayer, si la situation sanitaire se maintient, de la renouveler. En parallèle de ça, on organise aussi donc des ateliers d'information pour les artisans. Le dernier dont je vous ai déjà parlé, c'était celui de novembre 2022 sur la retraite, mais on en a fait aussi sur les apports du numérique en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises artisanales, et on en avait fait un aussi sur la commande publique et les appels d'offres, par exemple. Donc tout ça dans le cadre d'une convention avec la Chambre de métiers et de l'artisanat. Voilà, et tout ça dans le but de créer sur notre territoire l'économie du futur au service de la proximité et des habitants. Voilà, je suis disponible pour vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Lucie. Donc l'économie du futur, c'est l'économie locale. Très bien. Il y a une question d'Aurélie Duproux qui aborde le sujet de la commission d'indemnisation du préjudice économique sur le territoire de la Cabalère. Oui. En fait, elle demande comment ça se passe de façon précise. Est-ce que c'est aux commerçants d'en faire la demande? Comment ça se passe dans les faits? Quelles sont les conditions? Alors, c'est un dossier qui est disponible auprès de nos collègues. Alors, ce n'est pas porté par le développement économique, hein. C'est notre collègue en charge des... du juridique, des affaires juridiques qui fournit le dossier aux commerçants qui en font la demande et aux artisans qui en font la demande, et il y a une commission qui se réunit pour étudier les demandes d'indemnisation. Très bien. Moi, j'ai une question sur la communication. La communication, c'est toujours un thème transversal à tout ce qu'on fait. Tout ce que vous faites de bien, de super génial en faveur des entreprises de proximité et au bénéfice finalement des habitants, hein, quelque part. Comment vous abordez la communication? Comment vous faites savoir tout ça? Comment vous le faites connaître? Alors, on essaye avec notre service communication de publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des visites en entreprise quand on va remettre un titre à un artisan. On communique sur nos réseaux sociaux là-dessus. On a régulièrement des articles sur nos politiques en faveur de la proximité dans le magazine de la communauté d'agglomération, donc qui est distribué sur l'ensemble du territoire une fois par mois, qui s'appelle 100% Agglo. Et puis, on a un site internet sur lequel on peut retrouver un certain nombre de nos actions également, le site internet de la communauté d'agglomération. D'accord. Vous avez l'impression que les habitants du territoire sont au courant de tout ce que vous faites? Parce que, vous savez, dans la communication, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est bombardé de plein d'informations. Des fois, sur la plupart du temps, on ne va pas la chercher, elle nous arrive. Vous avez un retour, un feedback sur cette communication, sur le fait que les habitants sont bien au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait, de ce qu'ils peuvent bénéficier? Alors, les habitants qui lisent le MAG doivent connaître les informations qui sont dedans. Non, c'est vrai qu'on a un manque de visibilité sur l'ensemble de nos actions, mais parce que déjà, les compétences de la communauté d'agglomération sont tellement larges que la communication n'est pas dédiée à nos activités. Et puis, la communication, c'est quelque chose de volatile.
quand on partage sur les réseaux sociaux, on est vite passé à autre chose et donc il faut être un peu attentif si on veut suivre un sujet de bout en bout. Moi, ce que je vois... Oui, pardon. Valérie. Oui, pour compléter les propos de Lucie, néanmoins, là, avec l'appui du projet de territoire, je pense qu'il va y avoir de grandes thématiques en termes de communication qui vont reprendre notamment l'économie et les services le développement de l'économie et des services de proximité, donc avec peut-être des campagnes un peu plus précises en termes de communication sur effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, la prise d'initiative sur le territoire, peut-être des portraits effectivement d'artisans, commerçants ou de structures de l'économie sociale et solidaire. Donc en plus de effectivement ce qui est fait régulièrement, il y a une réflexion globale en termes de communication sur tous les enjeux du projet de territoire, mais comme l'évoquait Lucille, c'est vrai qu'une intercommunalité comme la nôtre a de nombreuses compétences, donc c'est pas toujours facile de communiquer sur l'ensemble des projets portés par la communauté d'agglomération. Maintenant, c'est vrai qu'on communique beaucoup aussi avec nos partenaires. Tout à l'heure, Lucie évoquait en détail ce partenariat de longue date avec la Chambre de métier. Voilà, on essaie aussi de faire écho à par exemple avec la Chambre de métier, mais de faire écho à nos actions menées collectivement, etc. Après, est-ce que toute la population a conscience des actions menées? Ça, c'est une vaste question. J'ai une autre question, c'est sur le territoire, il y a également des banques, des organismes bancaires. Est-ce qu'ils sont associés? Est-ce que vous les associez au projet de l'Académie de l'entrepreneuriat? Oui, sur le projet de l'Académie de l'entrepreneuriat, il y aura, pour la première promotion, 2 banques qui vont être partenaires de cette première promotion. On continue à faire le tour des banques aussi pour savoir lesquelles veulent s'associer. Il y a déjà 2 autres banques qui ont souhaité rejoindre cette dynamique-là. Après, les banques sont aussi associées autour de tables financiers sur les aides économiques. Donc, on finance aussi, tout à l'heure je ne l'ai pas évoqué, mais on finance aussi avec d'autres financeurs la plateforme d'initiative locale sur le territoire, qui est portée par Initiative Artois, donc qui permet aussi d'avoir ce tour de table financier auquel contribuent et participent les banques. Donc, voilà, ça permet là aussi toutes ces dynamiques croisées de sécuriser la création des activités économiques sur le territoire. Je me suis permis, Valérie et Lucie, on s'est permis de donner votre mail dans le chat, parce qu'il y a Monsieur Dessoin qui souhaite vous contacter rapidement. Ouais. Aucun problème. Ouais. Donc on a donné votre mail, et donc si vous voulez contacter Lucie et Madame Morel pour plus d'informations précises sur ce qui est fait sur la Cabalère, dans toutes les actions qu'elles ont présentées, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à les questionner par mail. Elles vous répondront avec plaisir. J'avais une dernière question, parce que tout à l'heure j'ai entendu un terme, je me suis demandé ce que ça pouvait être derrière. Qu'est-ce qu'on appelle commerce de flux? Ça représente quelle activité? Alors, ce n'est pas une question d'activité, c'est une question de localisation. D'accord. Ce sont les commerces qu'on voit fleurir sur les ronds-points, en entrée de ville, et qui font que la population s'arrête sur le rond-point avant de rentrer dans le village pour acheter son pain, pour ne citer que cette activité. J'en ai jamais vu sur les ronds-points, je ne connaissais pas, je découvre. Je vous indiquerai certaines zones où vous les verrez forcément. D'accord. Non, je ne connaissais pas ce terme. Quand c'est rond-point, c'est périphérie. Alors, aussi. C'est pas au milieu du rond-point. Ouais. C'est en périphérie, effectivement, des centralités, etc. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'enseignes qui se sont installées ces dernières années, alors pas simplement ici, mais qui, effectivement, peuvent être pratiques en termes de flux lorsqu'on revient du boulot ou d'une visite, etc., mais qui, effectivement, entravent le fait que on aille plus loin et qu'on rentre en centre-ville pour… Ah oui, mais ce sont des commerces fixes, ce sont des… Oui. Oui, d'accord, oui, je comprends mieux, oui, super, ok, je vois. Autant pour moi. Il n'y a pas d'autres questions de la part des participants. Moi, j'en ai pas d'autres. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter par rapport à ce que vous avez présenté aujourd'hui?
Je ne sais pas si Grégory Debat souhaite, en conclusion, dire quelque chose. À la limite, je souhaiterais juste revenir, on parlait de communication. On a aussi les médias locaux, notamment la presse, qui relate également, je dirais, les interventions des élus en général, donc en matière économique, économie de proximité, etc. On a régulièrement des articles de presse là-dessus. Alors, bon, évidemment, communiquer, alors, enfin, je pense qu'on est un peu tous pareils. En général, on regarde ce qui nous intéresse. Et l'idée, c'est, voilà, nous, quand on s'adresse aux commerçants, c'est enfin, artisans commerçants, c'est plus les artisans commerçants qui vont s'intéresser, je dirais, à cette communication-là. Si on travaille sur enfin, quand il y a une communication sur le sport ou autre, ça sera plus des sportifs. Alors évidemment, bon, il y a le magazine, comme disait Lucille tout à l'heure, mais la presse relaie quand même régulièrement les interventions également. Donc, c'est un bon outil également de communication. Et un autre point sur lequel je voulais revenir aussi tout à l'heure, on parlait d'identité, etc., par rapport au territoire, par rapport au passé minier. Et c'est vrai qu'on ne souligne pas toujours, mais on peut le souligner aussi, c'est le côté, je dirais, tourisme, puisque notamment au niveau minier, quand on parle de la cité des électriciens, on peut aller plus loin, même au-delà du territoire, où on a quand même, je dirais, on n'a pas honte de son passé minier, quand on voit ce qui a été fait à Icourt au niveau des vignes, quand on voit au niveau du Louvre-Lens, alors là c'est au-dessus de l'agglo, mais c'est un outil aussi, je dirais, de promotion du territoire. Ce passé minier, je trouve que justement, ça donne une identité à notre territoire. Et ça, je tenais à le souligner aussi, le côté justement tourisme. Voilà. Merci, Monsieur Debat. Une question également, toujours d'Aurélie. Est-ce que vous pouvez préciser, je pense que c'est pour Lucie, les actions avec la CMA sur 2023, la Chambre de métiers de l'artisanat, concernant les métiers d'art? Alors, ce qu'on aimerait beaucoup, mais il va falloir qu'on y travaille, c'est inscrire le territoire dans les journées internationales des métiers d'art. C'est un événement à l'échelle européenne, il faut que le territoire candidate et puis c'est l'occasion de présenter des artisans d'art à la population dans un lieu unique, sur un week-end ou sur une journée. On aimerait aussi mettre en place le dispositif j'accueille un artisan d'art, c'est-à-dire que des artisans qui ne font pas partie des métiers d'art, on va prendre l'exemple d'un fleuriste parce qu'il me semble que j'en connais un, qui pourrait accueillir un bijoutier d'art. On a sur le territoire suffisamment d'artisans d'art et d'artisans tout court pour que cette mise en valeur des artisans d'art dans les boutiques des artisans plus traditionnels puisse être une belle opportunité pour eux de se faire connaître, parce qu'ils n'ont pas toujours, les artisans d'art, un lieu d'exposition. En fait, ils travaillent dans leur atelier. Ils ont, pour certains, des moyens de se faire connaître en ligne, mais ils n'ont pas d'exposition. Et ce dispositif « J'accueille un artisan d'art » permet à des artisans traditionnels de montrer à leur clientèle ce que font certains de leurs confrères artisans d'art. Voilà quelques exemples de ce qu'on aimerait faire avec la Chambre de métier et de l'artisanat sur les artisans d'art. Merci beaucoup, Lucie. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose qu'on mette fin qu'on termine ce webinaire. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez vous renseigner du coup sur le site de la Cabalère en ligne, sur Internet. Vous y trouverez également le projet de territoire. Si vous souhaitez revisualiser tous les webinaires que nous avons déjà réalisés sur ce cycle de webinaires sur la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle nous les avons chargés. Donc, cette chaîne YouTube, vous avez ici l'adresse sur cette diapositive. Donc, c'est U2P Hauts-de-France. Alors, attention, parce qu'il y a une autre chaîne U2P Hauts-de-France qui a été créée il y a plusieurs années, qu'on doit fermer. Donc, c'est bien celle-ci qu'il faut prendre. Sur celle-ci, vous retrouverez les webinaires précédents, plus celui d'aujourd'hui, qui sont disponibles en rediffusion.
Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à construire ce cycle de webinaire depuis le départ. Donc, c'est la région, c'est les services de l'État, c'est la MEL, c'est le CD2E, c'est la CAPED des Hauts-de-France et c'est la Chambre des métiers. Je remercie nos intervenants, donc Grégory, Valérie et Lucie. Merci beaucoup, Lucie, de m'avoir aidé, de nous avoir aidé à construire ce webinaire depuis le début. Merci à M. Debat de votre présence aujourd'hui en tant qu'artisan et en tant qu'élu de la collectivité. Et merci Mme Morel pour votre présentation. Les participants vous remercient également pour votre présentation dans le chat. Je tiens également à remercier mes collègues, Rachel et Dorothée, qui en coulisses ont permis d'animer ce webinaire. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé aujourd'hui à cette présentation de la Cabalère, territoire de la demi-heure. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire au cours duquel nous présenterons également un autre projet de territoire, mais dans un autre département de la région. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.